Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Les discussions sur le budget continuent et sur les réformes continuent au fédéral. Aujourd'hui, pour en parler, on va recevoir Catherine Fonck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe CDH à la Chambre. Alors, Charles Michel est attendu cet après-midi. Est-ce qu'il aurait dû venir plus tôt ? Je pense qu'il aurait dû assumer dès mardi, qui était le jour prévu dans la Constitution, d'autant plus qu'il a envoyé un de ses ministres expliquer le budget sur les ondes d'une radio. Et donc, en l'occurrence, quand on prend des mesures, même des mesures difficiles, on doit avoir le courage de venir les expliquer dans l'hémicycle, puisque c'est là qu'est le lieu de la démocratie. Ouais, mais on peut comprendre quand même qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de tensions. Lui, il est l'arbitre dans le gouvernement. C'était difficile de venir prendre position et de risquer d'être pris à partie par l'un ou l'autre de ses partenaires. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a moins de tensions dans ce gouvernement. Allez, les discussions ont repris, en tout cas. Les discussions ont repris, mais elles ne se sont jamais arrêtées, sauf si, effectivement, vous avez raison, un des partenaires avait claqué la porte au milieu de la nuit. Ceci étant, tout ce qui se passe ici, c'est pas sérieux. On n'arrive pas, alors même que ce trou budgétaire, ça fait des mois et des mois qu'il s'aggrave de plus en plus. Ils sont partis en vacances et puis ils sont revenus, ils ne s'y sont pas vraiment mis, du premier coup. Faire des négociations comme ça en dernière minute, quand on n'a pas préparé correctement le budget, quand on n'a pas vu que ce budget était vraiment en dérapage non contrôlé, je trouve que c'est pas sérieux, c'est pas de la bonne gestion. Enfin, leur argument, c'est de dire le budget, c'est bouclé à 95%, c'est les réformes structurelles, elles, qui posent question. Mais ces réformes structurelles, elles sont évidemment indispensables parce que des réformes sont nécessaires, notamment sur le plan économique. En même temps, tout le monde sait que ces réformes, elles ont un impact budgétaire. Donc croire que ces réformes ne vont pas modifier complètement l'architecture du budget pour 2017, ça, personne ne le croira. Ouais. Tout va ensemble et il faut sérieusement que ce travail soit réalisé. Alors, c'est la crise ou pas la crise ? Eux s'en défendent en disant c'est simplement des tensions. Je crois que quand un parti claque la porte, qu'un gouvernement n'ose pas venir assumer ses difficultés au sein du Parlement mardi, clairement, je pense que c'est une crise gouvernementale. Et quand on entend ces derniers jours les uns les autres, c'est vraiment le choc des égos particratiques. Chacun sort son idée en arrosant au Karcher les idées des autres, alors même pourtant, et on peut évidemment en parler, qu'on a un besoin de toute une série de mesures qui, ensemble, doivent vraiment apporter un projet ambitieux, qui soit équilibré et qui vise l'intérêt général et pas les petits intérêts de parti. Alors, la mesure qui a focalisé l'attention ces derniers jours, c'est cette taxe sur les plus-values boursières. Le CDH est pour, vous soutenez ? Vous savez, quand le CDNV dit que 10% des citoyens ont 85% des actions cotées en bourse, c'est vrai. Et je crois que par rapport à cela, on doit effectivement pouvoir avoir une fiscalité qui aussi, parce que la taxation aujourd'hui c'est surtout sur le travail, mais d'avoir aussi une fiscalité par rapport à des actions qui sont achetées et revendues très rapidement. Par contre, il faut être attentif à tout ce qui peut être mobilisé comme investissement sur l'économie réelle, pour soutenir nos petites et moyennes entreprises, pour soutenir des start-up. Et que ce soit via des actions, que ce soit aussi sur la mobilisation de l'épargne, on a plus de 260 milliards d'euros qui dorment sur des comptes en banque, de mobiliser intelligemment cet argent vers l'économie réelle, ça, ce sont des projets qui sont porteurs. Et donc, ce n'est pas un parti qui a une idée, l'autre parti une autre idée, et tout le monde se neutralise, c'est au contraire, mais qu'ils se mettent ensemble, que le Premier ministre assume ses responsabilités pour faire avancer ses projets, comme par exemple aussi des investissements publics importants. Ouais, quand on reparle des plus-values, quand même, il y a eu une taxe sur la spéculation qui a été mise en place en janvier dernier, qui n'a pas rapporté grand-chose, et au contraire, même qui pourrait coûter à un autre niveau. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de lancer une nouvelle taxe ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle a, je pense, été mal pensée, mal réalisée. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi ? C'est d'avoir une fiscalité qui soit plus juste. Et donc, cette analyse doit aussi porter sur les plus-values. S'il y a des moins-values, ça doit pouvoir évidemment venir en déduction. Donc il faut quelque chose d'équilibré. Quand vous voyez les efforts qui ont été demandés aux citoyens depuis 2 ans, des taxes supplémentaires, des efforts en matière de santé, la TVA sur l'électricité, le saut d'index. On entend bien. Il y a beaucoup d'efforts. Non, simplement, je termine. Il y a énormément d'efforts qui ont été demandés aux citoyens. Mais en même temps, le faire de manière aussi déséquilibrée, de manière aussi brutale,
en laissant in fine, par exemple, des actions cotées en bourse, des échanges très rapides, parfois en quelques semaines, en quelques mois, ça ne va pas. L'UNISO est intervenu ce matin en disant attention, on voit ça comme un attentat sur les entrepreneurs. La taxe sur la plus-value, c'est motivé par un sentiment de jalousie des gens qui n'investissent pas. Là où je suis bien d'accord avec l'UNISO, c'est qu'il faut pouvoir mobiliser tout l'argent vers l'investissement. Là, vous suivez l'OpenVLD aussi. Mais oui, à condition évidemment qu'il y ait des balises. Enfin, je veux dire, il faut que ce soit vraiment vers l'économie réelle et pas donner évidemment des mesures de facilité fiscale vers des actions où ça redevient de nouveau de la spéculation et non pas du tout de l'investissement vers l'économie réelle. Mais oui, utilisons des mesures intelligentes pour amener des capitaux, amener des gens à investir, y compris dans des actions. On a des start-up qui démarrent, des petites et moyennes entreprises qui ne demandent pas mieux. Ça, c'est important de le soutenir parce que c'est comme ça que demain, elles vont grandir et qu'on pourra créer de l'emploi. Oui, donc là, un chantier à mener. Au niveau des soins de santé, on avait annoncé 660 millions d'économies. On en rajoute 240. Ce matin, les mutualités chrétiennes disent ce supplément-là, nous, on ne pourra pas l'accepter. Vous savez, il y a déjà eu plus de 2 milliards d'euros en économie sur les deux dernières années de ce gouvernement. C'est la ministre Maggie De Bloch qui le dit. Elle a dit elle-même il y a un mois, c'est intenable, on ne peut plus faire des économies en plus, autrement ça va se faire directement sur le dos du patient. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est indécent. Faire de nouveau des économies en plus, comme si les malades étaient malades pour le plaisir, comme s'ils prenaient des médicaments parce qu'ils n'ont besoin, ils n'ont pas d'autres possibilités, comme si on allait aller de nouveau toucher et faire des économies au niveau des hôpitaux, alors même qu'on sait qu'il y aura des impacts, par exemple sur le personnel infirmier, par exemple sur des patients hospitalisés en gériatrie qui ne peuvent pas sortir, on le sait, du jour au lendemain, et d'autant plus qu'il manque de places en maison de repos. Donc vraiment, ça c'est indécent. Et j'appelle vraiment ce gouvernement, puisqu'il n'y a pas encore d'accord sur tout, de pouvoir revoir cette mesure par rapport à cette économie gigantesque en matière de santé. C'est directement sur le patient que cette économie va se faire. Et ça, c'est totalement inacceptable. La question que vous poserez à Charles Michel cet après-midi, on enregistre cette émission à 12h30, quelle sera-t-elle ? Je crois que le Premier ministre aujourd'hui, son rôle et sa responsabilité, c'est vraiment de siffler la fin de la récréation au niveau de ce gouvernement. Et c'est ce que d'ailleurs je reproche à ce Premier ministre, parce qu'il ne le fait pas. Il faut sortir des positions et des intérêts de chaque parti pour essayer de trouver un budget qui, à la fois, n'envoie pas des mesures brutales et dures vers les citoyens, mais à la fois permettent des réformes ambitieuses, justes, qui demain protégeront l'emploi. On a vu Caterpillar, ING, toute une série d'autres entreprises ont fait des licenciements collectifs et qui permettront aussi d'amener à la création de nouveaux emplois. Vous savez, quand on regarde la situation de la Belgique, parce qu'il ne faut pas que regarder son petit nombril, par rapport aux autres pays qui nous avoisinent, la situation est tout sauf flatteuse, que ce soit en matière de taux d'emploi, que ce soit par rapport à la dette qui s'aggrave, et tout cela, ce sont des chiffres depuis cette législature. Retroussons nos manches ensemble, trouvons des mesures justes, fortes, et alors demain, tout le monde en sera bénéficiaire. Alors, dans ce contexte un peu compliqué au niveau budgétaire, le CDH vendredi dernier disait qu'il faut réinvestir 400 millions d'euros dans la sécurité, en plus des 400 millions qui ont été déjà lancés pour les attentats, puisque selon le CDH, c'était simplement faire un rattrapage. Oui, parce qu'il y a eu des économies importantes qui ont été faites dès le début de cette législature. Mais quand on voit qu'on cherche de l'argent partout, ces 400 millions, c'est quand même difficile. C'était avant les attentats. Oui, je sais. La sécurité, ça coûte très cher. Mais la sécurité, ça n'a pas de prix. C'est des enjeux qui sont tellement importants. Est-ce que vous voyez les forces de l'ordre aujourd'hui ? La police, la justice, les services de renseignement, ils sont sur les genoux, madame. Ils sont sur les genoux. Et ils ont non seulement évidemment à faire face à une menace extrêmement sévère, mais ils ont en plus aussi tous les autres enjeux de sécurité auxquels ils doivent évidemment continuer à s'investir. Et donc, ça n'a pas de prix, ça coûte très cher, mais il y a aussi des possibilités par rapport à une réforme ambitieuse de pouvoir mobiliser de l'argent. Je pense par exemple, dans toute la réforme socio-économique, là où on a ces fameuses fiscalités qui avantagent des multinationales, comme les intérêts notionnels, comme également ce qu'on appelle l'excess profit ruling, qui a pourtant été considéré comme illégal au niveau de la Commission européenne. Ce sont des montants importants qui peuvent être mobilisés pour toute la réforme socio-économique. Et donc, il y a des enjeux qui sont
majeur. Et sur la sécurité, ne l'oublions pas, le Premier ministre a obtenu de la Commission européenne que l'argent dédicacé à la lutte contre le terrorisme soit externalisé de la problématique de la trajectoire, de la dette, du respect des normes européennes en la matière. Et donc, oui, il y a une urgence par rapport à cela. Autrement, nos forces de l'ordre ne tiendront pas le coup. Et demain, c'est évidemment alors des risques en matière de sécurité pour le citoyen. Alors, autre dossier, c'est celui du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. On a vu que le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles refuse la ratification de ce document. Pour le CDH, c'est un nom d'office pour le CETA, le nom de ce traité? En tout cas, dans l'état actuel, c'est un nom d'office. On peut toujours reprendre les négociations, bien évidemment, parce que dans le fond, ce ne sont pas qu'une question d'accords commerciaux. C'est aussi une question de choix de société. Quand vous voyez que ce type de traité pourrait permettre demain à des produits pour lesquels certains composants sont aujourd'hui inacceptables par rapport à la santé des consommateurs. Je pense par exemple aux poulets qui sont traités à la javel. Eh bien, c'est vraiment la porte ouverte pour que ces produits puissent se retrouver dans nos supermarchés. Parce que ce n'est pas que le CDH qui dit cela. Quand vous entendez l'Union des classes moyennes, les petites et moyennes entreprises, les indépendants, les agriculteurs, ils disent « stop ». Ouvrir, en fait, tous les échanges commerciaux sans plus aucune règle, ça, c'est le pire du pire, parce que ça le met à mal indépendants, PME, agriculteurs, mais en plus, on prend des risques en matière environnementale, on prend des risques par rapport aux consommateurs et donc à la santé des citoyens. Donc, revoir ce traité pour vraiment y introduire le respect des normes qui sont définies en Belgique, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui peut être fait et qui pourrait relancer la démarche de négociation. Mais en l'état, qu'est-ce que vous répondez au MR qui dit attention, on risque d'isoler la Belgique par rapport aux autres pays européens? Mais qu'est-ce que répond alors le MR à l'Union des classes moyennes, aux indépendants, aux petites entreprises, aux agriculteurs? Donc il faut prendre le risque d'être en porte-à-faux par rapport au reste de l'Union? Non, je pense qu'à un moment donné, soit la Commission, l'Europe décide que ça doit être avalisé par tous les parlements et donc, derrière, par l'ensemble des citoyens. C'est ce qui se passe aujourd'hui et donc chaque parlement doit évidemment pouvoir se positionner par rapport à cela. L'Europe aurait pu décider à un moment donné que ça ne concernait pas les citoyens et que donc on se foutait royalement de l'avis des citoyens. Mais ce n'est pas ce choix-là qui a été fait. Et donc, il faut aussi assumer nos responsabilités. Ce n'est pas une raison de faire les 12 yeux à l'Europe en disant « tout va bien » et demain, avoir une situation qui pourrait être catastrophique par rapport aux exemples que je viens de vous donner. Alors, Peter De Crème, secrétaire d'État en charge du commerce, était parti en formation à Harvard. Il a été rappelé un peu en urgence là, par le Premier ministre. C'est pas normal qu'un ministre se forme. La formation continue, c'est quand même quelque chose qui est assez valorisé, ça. Vous avez raison, c'est vital. Et je pense que dans le fond, il essaye de passer son temps utilement. Et donc, il a fait cette formation à Harvard avec manifestement l'autorisation du Premier ministre. Vous savez, le problème, c'est quoi? Ce n'est pas tellement qu'il se forme. Le problème, c'est que quand ce gouvernement a été formé, et avec l'aval du Premier ministre, c'est qu'on a donné à un homme qui pourtant a des compétences et du temps à consacrer à la politique et à la Belgique, on lui a donné des compétences qui, dans le fond, ne sont plus du tout dans le champ du gouvernement fédéral. Il n'a rien à faire. Les régions ont repris une partie du dossier. Quasi tout même, le dossier. Et donc, quand vous avez un ministre qui, effectivement, n'a rien à faire par rapport à ses compétences, ce n'est pas de sa faute à lui. C'est de la faute du choix de ce gouvernement. Donc, il se forme, on peut pas comprendre pour qu'il se forme. La suite. En même temps, regardez, au Japon, il n'y avait pas de ministre ou de secrétaire d'État fédéraux. Et donc, il a fallu, en urgence, effectivement, l'envoyer parce que les négociations sur le budget se sont faites tellement tardivement que le ministre Reynders, qui aurait dû y être en temps utile, parce que ça fait longtemps que cette mission au Japon est prévue, eh bien, le ministre Reynders n'était pas là où il aurait dû être. Et donc, par rapport à cela, c'est encore, je trouve, simplement la symbolique d'une mauvaise gestion au niveau de ce gouvernement. Je crois que M. De Crème avait les compétences et aurait pu s'investir dans toute une série d'autres dossiers, portés peut-être aujourd'hui par d'autres collègues, mais qui n'ont pas nécessairement le temps de s'y consacrer, plutôt que de lui donner un ministère vide. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve pour un nouvel invité dans l'interview. Belle fin de journée à tous. Merci, bonne journée.